L'image restera dans l'histoire. Emmanuel Macron, président de la République, et Donald Tusk, Premier ministre polonais, ont signé cet après-midi le traité de Nancy. Traité d'amitié, mais aussi de coopération renforcée entre les deux pays dans un moment géopolitique crucial de guerre en Europe et d'instabilité mondiale. Un traité signé ici à quelques mètres de ce balcon de l'hôtel de ville de Nancy où nous nous trouvons actuellement. Bienvenue dans cette édition spéciale de votre 19-20 en Lorraine, dont une partie importante sera consacrée à cette rencontre qui a fait une nouvelle fois entrer la cité ducale dans la grande histoire. Nous sommes le 9 mai 2025. Que retenir de cette journée? Le récit avec Yohan Rodier. Accolade chaleureuse, tapis rouge et garde républicaine pour Donald Tusk à son arrivée à Nancy. Avec un peu de retard sur l'horaire prévu, Emmanuel Macron accueille le Premier ministre polonais en grande pompe sur la place Stanislas, symbole fort des liens historiques entre les deux pays. Allez-y dans cette magnifique place qui scelle aussi cette amitié à travers les siècles entre la Pologne et la France. Un roi polonais fut duc de Lorraine ici. Et cette architecture est marquée par cette histoire. C'est l'amitié entre nos deux pays. Après avoir salué la foule rassemblée derrière des barrières, le président de la République et le chef du gouvernement polonais vont être accueillis par le maire de Nancy à l'hôtel de ville pour une réunion de travail. Vers 16h, Emmanuel Macron et Donald Tusk signent officiellement le traité de Nancy, un traité qui va renforcer la coopération entre la France et la Pologne au niveau militaire, industriel, énergétique et culturel. Avec ce traité, nous ouvrons une nouvelle page, celle par laquelle nous bâtissons une solidarité irréversible, une confiance bâtie à travers les crises, et en particulier celle de ces dernières années, et une volonté d'assumer à l'égard de nos peuples et pour l'Europe le fait que de Brest à Cracovie, l'Europe se tient ensemble. J'ai été accueilli avec des propos très accueillants sur cette place Stanislas. J'ai aussi rencontré les Polonais qui habitent ici. Et cet accueil chaleureux me montre qu'aujourd'hui, nous faisons un geste qui est important pour les responsables politiques et en même temps qui compte pour nos électeurs et pour les citoyens de nos pays respectifs. Je suis vraiment profondément émue. Pologne et France plus liés que jamais avec ce traité de Nancy qui appartient désormais à l'histoire. À mes côtés, pour comprendre finalement la portée de cet événement, François Laval, directeur de Sciences Po à Nancy. Bonsoir. Bonsoir. Et déjà, merci d'être avec nous. On dit beaucoup que cette journée, elle est historique. C'est vrai ? Ah oui, quelle belle journée pour Nancy, pour cette magnifique place Stanislas sous le soleil. Et quelle belle journée pour l'Europe, 9 mai, le jour de l'Europe. Donc la cohésion des Européens et des Français qui apportent leur soutien aux Polonais face à la Russie qui a agressé l'Ukraine en ce 9 mai. Une journée aussi particulière en Russie, puisque c'était le grand défilé militaire avec les chefs d'État et de gouvernement qui soutiennent la Russie dans ce combat. Effectivement, vous venez de l'évoquer, un traité signé le 9 mai, ça n'a strictement rien d'anodin, jour de la victoire en Russie. Les chars ont défilé à Moscou aujourd'hui et justement, on retrouve sur place Anne Poncinet. Ce défilé du 9 mai est toujours une démonstration de force. 11 500 soldats, près de 200 véhicules, mais c'est aussi aujourd'hui pour Vladimir Poutine l'occasion de montrer que malgré la confrontation avec l'Occident, il n'est pas isolé sur la scène internationale. 29 dirigeants étrangers ont assisté à ce défilé à ses côtés, au premier rang desquels le dirigeant chinois Xi Jinping. Et c'est peut-être leur présence qui a amené le président Vladimir Poutine à polir un petit peu son discours moins agressif à l'encontre de l'Occident que celui de l'an dernier, par exemple. Peut-être aussi parce que l'allié américain de 1945, qui était devenu infréquentable avec Joe Biden, n'est plus un ennemi aujourd'hui avec Donald Trump. Bref, ces grandes manœuvres militaires du défilé du 9 mai ont aussi été aujourd'hui pour Vladimir Poutine de grandes manœuvres diplomatiques. Le 9 mai, c'est une date qui compte désormais sur le calendrier des grandes puissances. Le traité de Nancy s'inscrit finalement dans cela, dans une forme de guerre des images. Oui, parce qu'en fait, on a finalement deux mondes qui sont en train de s'opposer. Le monde occidental, notamment de l'Europe, se pose la question du soutien de Donald Trump à l'Europe. Et de l'autre côté, le monde de la Russie et de la Chine, qui en fait ont la volonté de reprendre en fait la maîtrise des affaires du monde.
Volodymyr Zelensky a annoncé cet après-midi un sommet européen. Il a convié des chefs d'État européens, dont Donald Tusk, qui était présent et qui l'a évoqué tout à l'heure lors de la conférence de presse. Il a également parlé d'Emmanuel Macron, qui lui-même en a parlé. Est-ce que la tension monte, François, ce soir ? On est dans une logique un peu de bras de fer. La Russie a montré ses muscles. Il ne faut pas oublier que, comme l'a dit Emmanuel Macron, c'est la Russie qui a agressé l'Ukraine. Et face à la Russie, il y a l'idée d'une Europe fragile, faible, qui ne peut pas résister sans l'appui des Américains. Et là, l'idée d'Emmanuel Macron et de Donald Tusk, c'était de montrer que les Européens peuvent s'organiser pour préparer une riposte et une éventuelle résistance si la Russie allait plus loin que l'Ukraine. En quelques mots, ils ont été convaincants, selon vous, cet après-midi ? C'est un traité qui est signé, donc en fait, après, il faut qu'il soit mis en œuvre. Donc c'est toute la question. Et derrière, il y a quand même des défis sécuritaires très importants. Un 9 mai historique, on l'a dit, dont certains avaient absolument envie de faire partie, entrevoir le président de la République, voir le Premier ministre polonais, qu'il soit nancéen ou de passage, curieux ou motivé de la première heure. Ils n'ont rien raté de l'événement aux abords de la place Stanislas. Un reportage de Laurence Duvois avec Moustapha Abbas. Je suis là aujourd'hui pour voir le président, Monsieur Macron. Et j'ai séché les cours pour le voir. J'avais vu Giscard quand j'étais jeune, alors je me suis dit pourquoi je ne verrais pas Monsieur le Président Macron aujourd'hui. On le voit à la télé, mais bon, virtuellement, c'est quand même mieux de le voir en vrai et puis de pouvoir ou être de son parti ou pas, mais au moins l'applaudir pour les fonctions qu'il a déjà. Alors forcément, après de longues heures d'attente, le public exulte lorsque le président Emmanuel Macron et le Premier ministre polonais Donald Tusk arrivent place Stanislas. Tous deux se prêtent au jeu des selfies. Attendez. Ah. Voilà. Merci beaucoup. Super. Un moment que le jeune Zakaria n'est pas prêt d'oublier. Des cérémonies comme ça, place Stanislas, c'est pas tous les jours qu'on voit des cérémonies, la garde républicaine, autant de protocoles. Et puis j'ai réussi à avoir la photo avec le président de la République, donc je suis heureux de mon après-midi. Un bain de foule, mais aussi un moment historique pour de nombreuses personnes, avec la signature du traité franco-polonais. Moi, je suis une étudiante d'Erasmus de Pologne, ici à Nancy. Parce que je pense que cette pacte entre la Pologne et la France est très important pour ma patrie, aussi pour notre sécurité. Alors, je voulais être là pour être témoin de cette pacte. Il y a une symbolique assez forte et puis ça renforce toujours les liens et puis les relations bilatérales entre les pays, notamment de l'Union européenne. Et puis on sait que la France et la Pologne ont toujours une grande amitié et renforcer cette amitié à Nancy, c'est un honneur. Une journée qui restera dans les annales et qui marque forcément un tournant dans l'histoire franco-polonaise. La place Stanislas a donc brillé aujourd'hui sous les yeux de la statue de Stanislas Leżinski, roi déchu de Pologne, devenu duc de Bar et de Lorraine. Car Nancy n'a pas été choisie au hasard pour la signature de ce traité d'amitié. Nancy, qualifiée de la plus franco-polonaise des villes de France, justement par Donald Tusk. Un reportage de Grégory Boileau avec Jean-Pierre Petit-Colas. Il est dans la région le plus célèbre des Polonais. Un roi déchu, qui deviendra le dernier duc de Lorraine. Stanislas Leżinski, une existence qui ne ressemble à aucune autre, un destin hors du commun. Il va être 2 fois roi de Pologne, 2 fois roi de Pologne déchu, et 2 fois roi de Pologne en exil. Et tout ça pour être le dernier duc de Lorraine et de Bar, alors que rien n'est programmé, évidemment. La vie de Stanislas commence en 1677, et très jeune, son éducation sera marquée par un enseignement des arts, de la littérature et des lettres. Il grandit dans une famille de la vieille aristocratie polonaise, donc très importante, et il reçoit de ce fait une éducation très soignée, multipliant notamment les voyages, parlant plusieurs langues et cultivant en fait une réflexion, un goût très éclairé à l'aube de l'Europe des Lumières. En 1704, il devient roi de Pologne. Mais le contexte politique l'oblige à s'exiler en 1709. Il voyage alors beaucoup, notamment dans l'Empire ottoman. Et puis il revient au centre du jeu grâce au mariage de sa fille Marie Leżinska avec le roi de France, Louis XV. Pour Stanislas, c'est un changement parfait puisqu'il passe de
souverain de Pologne déchu habitant aux confins de la Lorraine à beau-père du roi de France. Donc là, la vie change pour lui. Stanislas, sa vie, elle est un peu parsemée de comebacks inattendus. C'est ainsi que quelques années après le mariage de sa fille avec Louis XV, il se rend incognito à Varsovie après la mort du roi de Pologne et remonte une deuxième fois sur le trône alors que personne ne l'attend une trentaine d'années plus tard. Son destin va de nouveau basculer en 1737, lorsqu'il est choisi par Louis XV pour devenir duc de Lorraine, un État indépendant. Il ne dispose pas de réel pouvoir politique, alors il va se concentrer sur la transformation de Nancy. L'ancien roi de Pologne devient Stanislas le bâtisseur. Ce qui va être extraordinaire et ce qui va marquer les esprits, c'est cette fameuse place Stanislas. Nous sommes ici même sur cette place, mais c'était des marais. Et il va demander à son architecte, qui est un très jeune architecte, Emmanuel Héré, de relier ce qu'on appelle la ville vieille à la ville neuve, qui avait été fait par l'un de ses prédécesseurs, Charles III, et de faire cette place. Et bien sûr, cette place qui porte son nom va quand même rayonner à travers le monde. L'œuvre de Stanislas, elle est marquée dans la pierre de Nancy, notamment par la réorganisation et la construction de l'ensemble 18e de la place Stanislas, de la place d'Alliance et de la place de la Carrière. Et puis il est aussi marqué culturellement pour les Lorrains par une œuvre de bienfaisance, une œuvre sociale qui est là pour finalement accoutumer en douceur les Lorrains à devenir français. Stanislas meurt en 1766, gravement brûlé dans son château de Lunéville. Humaniste, généreux, il aura participé au développement des arts et transformé définitivement la ville de Nancy. Lui aussi est à la fois nancéen et polonais. Lui, c'est notre invité Max Hornung, étudiant. Donc vous avez la particularité d'être, français, polonais, mais également allemand. Bref, 3 nationalités. Ça fait du sens en cette journée importante. Comment vous l'avez ressenti cette journée ? Ça m'a fait particulièrement plaisir. Je suis ici à Nancy, une ville franco-polonaise, et voir un sommet comme ça de mon vivant, c'est une réelle chance et je suis un peu ému. Il a du sens, ce traité, pour vous, plus largement ? Alors je crois bien, oui. Je crois qu'un traité bilatéral, bien que sortant du cadre de l'Union européenne, est nécessaire pour la sécurité, parce que l'Union européenne, pour l'instant, ne s'est pas vraiment spécialisée dans ce domaine-là. Oui, ça c'est aussi un peu la vision finalement polonaise, parce que vous, quand vous repartez dans votre famille en Pologne, vous sentez une ambiance très différente finalement de celle qu'on perçoit en France. Oui, c'est sûr, la différence est frappante. J'ai de la famille à 40 km de la frontière ukrainienne, j'ai de la famille à Varsovie. On a l'immigration ukrainienne qui est assez massive, on entend les Ukrainiens, on est très proche de la frontière, on a une peur d'accidents, des bombes qui tombent sur la frontière, etc. Donc il y a une approche très différente, oui. Une menace qui ne dit pas son nom en France. Est-ce que vous pensez que justement ici, on est un petit peu dans le déni ? Alors, peut-être un peu. C'est sûr qu'il n'y a pas la même approche en France. On ne se rend pas compte de la réalité du conflit, je crois. Ça paraît assez lointain, même si c'est en Europe. Et je crois qu'on ne se rend pas vraiment compte des risques d'escalade qui pourraient concerner la France aussi. Oui, qui pourraient concerner la France. Alors, vous êtes un Européen convaincu, évidemment. Le fait justement que ça s'inscrive sur cette journée de l'Europe, ça amplifie encore le sens symbolique de cette journée ? Évidemment. La ville, le jour, tout est symbolique dans cette rencontre. Et voilà, c'est un jour très particulier et un tournant historique, j'espère. Oui, et qui vous a ému, ça se voit beaucoup. Merci beaucoup, Max, de nous avoir accordé quelques instants. Un jour d'examen, en plus, je le précise. Alors, il y a le contexte de guerre qu'on a largement évoqué, d'une géopolitique des armes. Et puis, dans l'actualité, il y a aussi la guerre commerciale mondiale qui fait des victimes économiques. Et c'est le cas à Florange, en Moselle. Plus de 100 postes supprimés par le géant de l'acier ArcelorMittal ou délocalisés en Pologne pour certains. Et ça, on en reparlera dans quelques instants. Avant cela, les syndicats avaient demandé à être reçus par le président de la République pour faire entendre leur colère. Qu'ont-ils obtenu ? Eh bien, élément de réponse avec Fabrice Rosassi et René Elkaïm. Une barrière infranchissable. Pourtant, les syndicats d'ArcelorMittal espéraient beaucoup de la venue à Nancy du président de la République. Ils pensaient pouvoir échanger avec Emmanuel Macron, mais ce vendredi, la place Stanislas, distante de quelques dizaines de mètres seulement, pourrait pour eux tout aussi bien être à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, on est en colère envers le président.
Il nous a envoyé son sous-préfet pour lui transmettre nos doléances. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voulait un entretien avec lui. Le président fait une grosse erreur au niveau de la communication. Mais depuis le début, il aura la CFDT en face de lui. S'il ne veut pas nous entendre, on va faire le maximum pour qu'il nous entende. On ne se laissera pas faire. Et par rapport à ça, on ne va rien se refuser. Et si demain, on doit monter à l'Élysée, devant l'Élysée pour qu'il comprenne le message, on va lui faire comprendre. Là, aujourd'hui, on nous parle de souveraineté industrielle. On est là pour sauver l'industrie en France et sauver surtout les emplois. Tandis que le président s'offre un bain de foule place Stanislas, d'autres syndicalistes venus sans leur chasuble pour espérer pouvoir l'approcher se sont fait raccompagner en dehors du périmètre. On demandait simplement un entretien de 1-2 minutes avec le président de la République pour porter haut et fort la problématique qui nous impacte directement sur le groupe et au sein de notre société et de notre site. On a l'impression que les portes se ferment. C'est navrant. Alors nous, ce qu'on lui demande de manière solennelle aujourd'hui, c'est qu'il prenne conscience qu'aujourd'hui, il y a une réelle problématique au sein même de notre société et qu'il est important que, président de la République, et dans le cadre de sa responsabilité, on puisse avoir un échange avec lui. Une réunion a finalement eu lieu cet après-midi en préfecture de Moselle, cette fois entre les syndicats et le conseiller à l'industrie du cabinet du président de la République. Un lot de consolation pour un rendez-vous manqué, alors que tous les regards sont tournés désormais vers Paris, où les salariés d'ArcelorMittal France manifesteront le 13 mai prochain. On vient d'entendre toute la frustration de ces salariés d'ArcelorMittal. François Laval, je me tourne vers vous parce que cet après-midi, la coopération économique, elle a été évoquée. Et dans le même temps, on annonce à ces salariés que certains de leurs postes vont être délocalisés en Pologne. Comment on comprend ces injonctions contradictoires ? Parce qu'en fait, ce n'est pas la décision des chefs d'État et de gouvernement, c'est la décision d'un industriel qui, dans le cadre de la compétition internationale, la concurrence internationale du marché de l'acier, qui est très excédentaire, décide de réduire ses coûts. C'est-à-dire que les chefs d'État et de gouvernement essayent d'accompagner les entreprises, le développement économique. Ça a permis, depuis son entrée au sein de l'Union européenne, ça a permis à la Pologne de devenir la 6e économie européenne. Mais c'est vrai que c'est très difficile d'expliquer qu'il y a de la coopération scientifique, commerciale, économique entre les États. Des échanges. Mais que derrière, il y a des entreprises mondiales qui ont leur stratégie mondiale. Et voilà, c'est ça qui est compliqué. Autre injonction contradictoire parfois, c'est l'idée de souveraineté. On sait que c'est un mot qui revient très très souvent dans les discours politiques. Là encore, on a l'impression que l'acier est au cœur de la souveraineté nationale et qu'on le laisse partir. Alors effectivement, peut-être en Pologne, peut-être en Inde. Comment on justifie ça vis-à-vis des gens localement ? Alors l'acier, je rappelle quand même, c'est l'acier et le charbon qui sont à l'origine de la création des communautés européennes. A fortiori. Donc en fait, c'est de la souveraineté européenne et plus de la souveraineté nationale. Puisque pour que on existe internationalement, il faut que ce soit le marché de 500 millions d'habitants qui puisse concurrencer les autres pays. Mais c'est vrai qu'on a des coûts de main-d'œuvre beaucoup plus élevés en Europe, en Occident, que dans ces pays. Donc c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'il faudrait baisser en fait les salaires et la protection sociale des travailleurs, des salariés européens. Comment on fait pour être amis, signer un traité d'amitié et en même temps se faire concurrence ? Là, on parle d'économie. On parle pas de pays. Là, c'est un traité entre deux États à l'intérieur de l'Union européenne qui essayent d'avoir des politiques cohérentes, coordonnées. Et après, derrière, vous avez le jeu des entreprises. On le voit très bien aux États-Unis, le pouvoir des grandes entreprises. Bon, merci beaucoup pour cet éclairage ce soir, François, en ce moment historique. Retour maintenant en studio pour quelques minutes auprès de vous, Sophie Mercier, pour le reste de l'actualité.